Dans cette deuxième partie consacrée à l'économie de la Réunion, nous nous intéressons particulièrement à l'épargne et au financement des agents économiques. Comment les agents économiques se financent-ils à la Réunion? Épargnent-ils à long terme, à court terme? Quelles seront les conséquences des évolutions récentes des taux d'intérêt pour les ménages et les entreprises? Alors restez avec nous, nous abordons ces sujets maintenant. Et nous sommes donc heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie des questions économiques contemporaines consacrée à l'économie de la Réunion et en particulier, cette partie sera consacrée à l'épargne et au financement des agents économiques. Et pour ce faire, nous retrouvons Philippe Narassiguin qui nous propose donc, après le système bancaire et l'analyse du système bancaire à la Réunion, de découvrir cette question de l'épargne et du financement des agents économiques à la Réunion. Bonjour Philippe Narassiguin. Bonjour Christophe Porlier. Alors, donc nous sommes dans la deuxième partie. Si vous n'avez pas vu la première partie, peut-être est-ce qu'on pourrait faire un léger rappel de ce qui a été dit sur la première partie. Dans la première partie, on a évidemment regardé les caractéristiques du système bancaire à La Réunion, des crédits, des dépôts, de la concentration du système bancaire, des parts de marché, des banques mutualistes, des banques commerciales notamment, et des revenus bancaires, ce qu'on appelle le produit net bancaire. Et on a conclu à la bonne santé du système bancaire à La Réunion. Voilà en résumé, en quelques mots. Alors là, on s'intéresse donc à l'épargne et au financement des agents économiques. Est-ce qu'on pourrait revenir sur des définitions? Je sais que vous appréciez les définitions. Ouais. Notamment, qu'est-ce qu'on entend par agent économique? Agents économiques au pluriel. Voilà, les agents économiques en économie, c'est un terme extrêmement précis. Et je voudrais que les gens qui font de l'économie, qui font sciences économiques, bien sûr les autres aussi, réfléchissent toujours aux mots qu'ils emploient. Les agents économiques se divisent en deux grandes catégories. Les agents financiers. Les agents financiers, ce sont les banques, les établissements de crédit spécialisés, comme on a vu, les assurances, d'autres sociétés, comme les sociétés de gestion de portefeuille, les banques d'investissement. Donc ça, ce sont les agents financiers. Et puis de l'autre côté, vous avez les agents non financiers. Les agents financiers se décomposent en deux catégories. Les ménages, c'est-à-dire les particuliers en fait, les ménages en tant qu'agents, et puis les entreprises, quelle que soit la forme que prend l'entreprise. Ça, c'est la définition d'agent économique. Et il ne faut pas confondre les deux types d'agents économiques pour les raisons que l'on connaît. Et qu'on peut expliquer d'ailleurs au cours de cette deuxième partie. Mais ce n'est pas l'essentiel, bien sûr, de cette deuxième partie. Ce n'est pas l'essentiel, mais il est important de revenir sur cette définition. Donc, lorsqu'on parle d'épargne, de financement des agents économiques, on parle bien des deux types, agents financiers et agents économiques de type financier et non financier. Tout à fait. Et dans les agents non financiers, à nouveau deux composantes. Deux composantes, les ménages et les entreprises. Et les entreprises. Donc là, je pense que les choses sont bien claires et le cadre est posé. Alors Philippe Narassiguin, donc intéressons-nous à l'épargne à long terme de ces agents économiques. Comment ils se structurent, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Tout d'abord, avant de parler d'épargne à long terme, moi je voudrais simplement dire que pourquoi il est important de définir les agents économiques? Tout simplement parce que les ménages et les entreprises font des dépôts à la banque. Les entreprises, vous le savez, réalisent un chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, il est déposé dans la banque ou les banques de l'entreprise. Et puis, pareil pour les ménages. Les ménages, d'ailleurs, on l'a vu, les ménages aujourd'hui, ils ont souvent deux banques. Donc, ces dépôts, les salaires des ménages, les revenus, les revenus non salariaux, comme on dit, les loyers, par exemple, ou d'autres, les aides sociales, etc., tous les revenus des ménages sont déposés dans les banques. Donc les banques collectent des dépôts. Et les banques vont s'appuyer sur ces dépôts à vue et d'épargne, parce qu'il y a des dépôts aussi qui sont rémunérés, qu'on appelle les dépôts d'épargne, pour effectuer des crédits. Voilà comment fonctionne le système économique. C'est-à-dire qu'au fond, les ménages et les entreprises sont les gros pourvoyeurs de dépôts, sont les seuls pourvoyeurs de dépôts, il n'y en a pas d'autres. Mais en même temps, les banques collectent, mais en même temps, cet argent revient aux banques et aux ménages, si on peut donner une image, sous la forme tout simplement de crédit bancaire. Avec un taux d'intérêt en plus qui rémunère le revenu des banques, de la banque. Voilà. Au passage, les ressources des banques, donc là vous précisez, sont les dettes bancaires. Les ressources des banques, ce sont les dettes pour les banques, comme en comptabilité. C'est-à-dire que les ressources, évidemment,
les dépôts n'appartiennent pas aux banques. Mais ce sont des ressources qui vont permettre à ces banques de les transformer en crédit bancaire. Voilà, donc c'est effectivement, il faut effectivement, bon, ça paraît logique, mais il faut le Oui, préciser. quand vous achetez une voiture à crédit, dans votre bilan personnel, au passif, vous avez la dette. Mais c'est une ressource qui vous permet d'acheter votre voiture, par exemple. Vous voyez, donc ce sont des règles comptables logiques, en fait. Mais c'est vrai que c'est un peu déstabilisant quand on dit que la dette, c'est une ressource. La première fois, quand vous êtes étudiant en économie, quand on vous dit ça en première année ou en deuxième année de Sciences Éco, on se dit « Ah, mais pourquoi la dette, c'est une ressource ?» Mais les dettes sont toujours des ressources, en réalité. Très bien, merci pour cette précision. Donc revenons-en à la question de l'épargne à long terme de ces agences économiques. Alors, l'épargne à long terme, les banques sont vraiment intéressées par l'épargne de long terme, par exemple les plans d'épargne logement, les plans d'épargne retraite, l'assurance vie, parce que ce sont des ressources stables qui durent dans le temps. Et c'est vrai que les banques ont besoin de ressources qui vraiment ne se volatilisent, qui sont pas éphémères, qui sont durables dans le temps. D'accord ? Elles vont s'appuyer sur ces ressources pour effectuer des crédits à moyen terme ou même à long terme. Alors que par exemple les comptes sur livret sont beaucoup plus volatiles, même s'il y a quand même une moindre volatilité des comptes sur livret par rapport aux dépôts à vue. Les dépôts à vue sont totalement volatiles. C'est-à-dire que le salaire que vous touchez aujourd'hui, avant la fin du mois, il est déjà dépensé. Alors que le compte sur livret, il est volatile dans une certaine mesure. Donc les banques vont s'appuyer à la fois sur l'épargne de long terme et sur l'épargne on va dire de moyen terme, on va dire les comptes sur livret, pour faire des crédits de court, moyen et long terme. Voilà la structure, comment fonctionne une banque. Et donc, effectivement, là, dans cette première section, on a pour La Réunion des statistiques sur l'évolution de l'épargne à long terme, les plans d'épargne, les portefeuilles titres, l'assurance vie, etc. Vous voyez que entre l'an 2000 et 2021, l'épargne à long terme a été multipliée par 2,8, je crois, enfin plus de 2, on le verra par la suite, et qu'il y a eu une progression régulière de l'épargne de long terme qui se subdivise en plan d'épargne pour 19,8% du total, les portefeuilles de titres 13,4% et l'assurance vie pour 66,8%. Quelles sont les sociétés qui épargnent le plus? Regardez bien ce chiffre. On va faire rapidement une explication par la suite. Les ménages, 97,7%. Ce sont les ménages qui épargnent. Ah oui. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en France... Ça ressort très nettement, c'est vrai que... Voilà, souvent on parle justement des bénéfices des sociétés. Malheureusement, la France est un tissu fragile. Les sociétés n'ont pas de trésorerie, contrairement à l'Allemagne et l'Italie, dans d'autres pays d'Europe du Nord. Et donc, regardez ce chiffre, il parle de lui-même. Les sociétés non financières, c'est 1,9% de l'épargne. Quasiment pas d'épargne. Ce qui est grave, à mon avis. Ce qui est grave parce que il n'y a pas l'autofinancement est très faible et donc les entreprises françaises avec un tissu comme on a sont toujours sur la dépendance du système bancaire. Vous voyez que, et là je m'adresse aux étudiants qui nous regardent, aux personnes qui prennent des cours, il ne s'agit pas d'énumérer les chiffres, il s'agit aussi de les interpréter pour nous qui avons choisi le métier d'économiste. Vous voyez ce petit chiffre, a priori, si je ne l'avais pas relevé, personne ne l'aurait relevé. Si j'étais devant un amphi, j'avais dit aux étudiants, allez, qu'est-ce qui vous parle dans ces chiffres? Personne n'aurait dit, ah ben voilà. Contrairement à ce qui se dit dans les médias, ben les entreprises non financières, industrielles, artisanales, petits commerces, etc., n'ont pas d'épargne. Et donc ne sont pas des épargnants. N'ont pas de capacité d'autofinancement. Et n'ont pas de capacité d'autofinancement. Donc ça, c'est juste un petit cours d'économie qu'on fait là. Mais c'est très important. Avec vous. Très bien. Alors, donc, effectivement, cette épargne, alors l'épargne de court terme, à côté de l'épargne de long terme, vous avez cette épargne de court terme qui a été multipliée par 2,2. Alors l'épargne de long terme, je crois que c'est 2,8. L'épargne de long terme par 2,2, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Donc l'épargne de court terme, 2,2. Et le poids des comptes livrés dans l'épargne de court terme, de l'épargne liquide totale, donc c'est 92,7%. L'épargne de court terme, vous le savez, c'est une épargne de précaution pour faire face aux événements, aux inattendus de la vie, aux drames malheureusement de la vie, mais aussi aux événements heureux, pour financer un mariage, pour financer les loisirs, etc., mais aussi pour financer un accident de la vie. Et là, on a besoin de l'épargne de court terme. Donc j'insiste bien sur le fait qu'il faut toujours, dès le plus jeune âge,
se constituer une épargne aujourd'hui, c'est 12 ans. Peut-être on va abaisser l'âge, mais je sais pas, mais je crois que c'est toujours 12 D'abord ans. que les premiers comptes livrés, on les ouvrait très tôt. Oui. Voilà. Donc, ayez de l'épargne. Donc la question, là on Et donc, revient sur un sujet oui. que vous aviez abordé d'ailleurs dans votre MOOC Monnaie et financement de l'économie, c'est la question de la liquidité en fait. De la liquidité. Si on n'est pas liquide, on n'a pas les moyens d'avoir du pouvoir d'achat. Et là, c'est dramatique, c'est la situation qu'on connaît. Là, c'est conjoncturel peut-être. J'espère que ce sera conjoncturel, mais je ne crains, pour ma part, que ce ne soit un phénomène structurel. Avec la baisse du pouvoir d'achat, avec le peu de gens qui contribuent à l'impôt sur le revenu, vous voyez le nombre de crédits, le pourcentage de crédits rejetés par les banques aujourd'hui. Parce que, justement, notre niveau de vie s'est effondré. Et qu'on n'a pas assez d'épargne réelle. Bien sûr, on a de l'épargne, mais c'est de l'épargne de précaution, parce que les Français se disent « Ah bah oui, mais si demain on a un coup de dur, et comme on a eu une désindustrialisation massive depuis 40 ans, et surtout ces 20 dernières années, ça a été un phénomène accéléré, à ce moment-là, les gens, on a un taux d'épargne macroéconomique global satisfaisant en France. Mais le problème, c'est que c'est une épargne de précaution qui ne s'investit pas finalement. C'est une épargne, oui, au cas où. C'est toujours le gouvernement qui dit oui, il faut que l'épargne s'investisse, etc. Mais les gens ne prennent pas de risques. Ils ne vont pas dire oui, moi je vais mettre mon argent dans une PME qui fera faillite dans 2 ans. Ce qui est logique d'ailleurs. Donc on ne prend pas de risque et on a raison, encore une fois, de ne pas prendre de risque dans le contexte économique actuel où les entreprises ne sont pas rentables ou sont très peu rentables. Donc si on ajoute au montant de l'épargne de court terme celui de l'épargne de long terme, on arrive, là j'ai fait une petite erreur, c'est pas 8,9, c'est 8 914 milliards d'euros, ce qui est relativement considérable à La Réunion. Donc vous voyez que la capacité de thésaurisation des ménages à La Réunion est bonne, un peu à l'instar de la France métropolitaine, à l'image en quelque sorte de la France métropolitaine. Alors donc voilà. Vous avez pour ça un détail dans ce tableau de répartition des placements liquides. Des placements liquides à court terme, donc le compte se livrer notamment. Donc plus de 4 500 milliards. Les comptes se livrer, je l'ai dit, 92,7% de part de marché, le poids des comptes se livrés, et les placements, des autres placements, c'est 7,3%. Et là, au niveau des... Là encore, on retrouve le faible poids des sociétés non financières, même dans l'épargne de court terme, c'est 5,7%. Alors pour les ménages, c'est 85,7%. Voilà. C'est quelques caractéristiques qu'on peut faire ressortir. Ces caractéristiques-là, donc là on est bien sur les caractéristiques de l'économie réunionnaise. De l'économie de la Réunion, oui. Est-ce qu'on a les chiffres comparativement à ce qu'on retrouverait en métropole ou dans les grands... Ça, il faut vraiment faire des comparatifs comme on l'avait fait dans d'autres webinaires. Il faut avoir les tableaux. D'autres tableaux pour faire des comparatifs exacts et non pas l'à peu près. On n'est pas là pour faire de l'à peu près, il faut vraiment faire de tout ce qui est exact. Très bien. Alors, donc les agences économiques épargnent donc leur argent et donc comptent être rémunérés sur cette... ça produit de la rémunération. Tout à fait. Alors, cette rémunération varie dans le temps, si c'est ça la question que vous vouliez poser. Cette rémunération varie, pourquoi ? Parce que les taux de la Banque Centrale Européenne, ou des banques centrales, si on n'est pas dans la zone euro, de toute banque centrale varient. Lorsqu'effectivement les taux de la Banque centrale, les taux d'intérêt directeur est faible, comme ça l'a été depuis 2013-2014, mais surtout à partir de 2014, on était quasiment à 0%. D'accord ? À ce moment-là, les taux de rémunération des comptes livrés a été extrêmement faibles. Par exemple, si on prend même le livret A, par exemple, c'était 0,50%. Depuis 2018, 0,75% et après 0,50%. Le compte d'épargne logement, 0,25%. Donc vous voyez que là, les épargnants ont perdu de l'argent. Perdu de l'argent parce qu'il y avait de l'inflation, toujours, et avec une rémunération très faible. Mais ça, la conséquence quand même, c'était une diminution du coût des ressources pour les banques. C'est-à-dire qu'au fond, les banques, vous voyez, tout à l'heure on avait dit les intérêts versés par les banques sur les dépôts. C'est ça. Et là, les banques ont versé très peu d'intérêts sur les dépôts. On a donc fait une marge, augmenter leur marge. Pas sur les crédits immobiliers, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sur les crédits immobiliers, les banques ont perdu de l'argent de par la politique monétaire non conventionnelle menée suite à la crise des subprimes. Référence MOOC. Toujours à votre superbe cours voilà. Sur la monnaie et le financement de l'économie. Voilà, donc ça, on l'a déjà vu en détail, c'est un cours complet. Hein. Et donc, les banques se sont rattrapées effectivement sur les autres crédits. Là, vous aviez effectivement des taux de 5,5%, 6% ou 7% sur les autres crédits.
Alors, cours complet disponible sur le portail Université numérique de La Réunion. On le répète, on l'a dit dans la première partie, mais pour les personnes qui n'auraient pas vu la première partie, ce cours de Philippe Narassiguin sur la monnaie et le financement de l'économie est intégralement disponible gratuitement sur le portail Université numérique de La Réunion, unr.univ-réunion.fr. Voilà, donc ça c'est important de le dire parce que là, vous éclaircissez beaucoup de choses en réalité. Hein. On le voit aujourd'hui avec la montée des taux d'intérêt, donc les taux directeurs ont remonté. Donc là, on est dans une autre... Là, on a changé de régime en quelque sorte, on a changé d'époque. On a changé d'époque. En même pas 6 mois, ça. Les taux sont passés à 3%. De 0%, de 0,5%, pardon. Taux directeur. Non, les taux sur les rémunération. Ah, de rémunération, oui. Comme les taux d'intérêt directeurs ont augmenté, on est aujourd'hui à 3 ou 3,5% de taux d'intérêt directeur de la Banque Centrale Européenne. Donc effectivement, les taux de rémunération des banques sur les ressources. Mais ils ne sont pas suffisamment élevés aujourd'hui par rapport à l'inflation qui est de 7,5-8%. 7,5-8%. On a effectivement une épargne pas très bien rémunérée, c'est vrai, mais au moins les taux ont un peu augmenté quand même. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que cette épargne, évidemment, va provoquer, c'est le quatrième point de cette deuxième partie, a provoqué une croissance spectaculaire, explosive, on peut dire, des crédits bancaires. Si on prend simplement une vingtaine d'années, l'année 2000 et 2021, ce volume de crédit a été multiplié par 4, comme on le voit sur le slide. Et donc, ces crédits, notamment les crédits à la consommation, ont favorisé la forte croissance de l'équipement des ménages. D'accord ? Alors, ça, c'est une question d'économie qu'on peut poser aux étudiants aussi. Si je vous dis, au fait, mais les crédits à la consommation, c'est bien, c'est une forte croissance de l'équipement des ménages de la Réunionnais, c'est bien. Mais quel est l'aspect négatif ? Il faut trouver tout de suite en analyse macroéconomique l'aspect négatif. C'est-à-dire qu'on passerait d'une analyse microéconomique et tout de suite, on ferait le saut sur l'analyse macroéconomique. Et l'analyse macroéconomique, c'est que cette forte croissance, la totalité des crédits à la consommation distribuée, a favorisé des importations massives de biens de consommation et d'équipements. Ça va depuis les réfrigérateurs, les fours micro-ondes, la voiture, tout ce qu'on peut avoir dans une maison aujourd'hui, la télévision, l'ordinateur, etc. Donc effectivement, là, et si on pose une troisième question, mais au fond, quelle est la valeur ajoutée ? Vous avez la réponse là, sur le slide. Pour l'économie de la Réunion, c'est une très faible valeur ajoutée. Impact sur l'emploi très faible, parce que ce sont vendus dans les grandes surfaces en général, ou chez les concessionnaires automobiles, lorsqu'il s'agit de voitures ou de camions, etc. D'accord ? Donc vous voyez que là, vous avez une petite analyse économique qui est faite en montrant le côté positif des crédits à la consommation sur le plan microéconomique, donc de l'équipement des ménages, mais négatif sur le plan macroéconomique. Pour ce qui en est de la balance commerciale, et on l'a vu la dernière fois, avec un déficit de la balance commerciale qui est accentué par justement la montée des... la montée des importations, la montée en puissance des importations, qui concurrence le secteur productif. Et on a vu que l'économie réunionnaise dans une configuration de concurrence exacerbée, ne réussit pas trop mal sur les filières. On l'avait vu ça, les filières finalement se battaient, et on arrivait quasiment en volume à égaliser les importations dans certaines filières de production, légumes, fruits, etc., ou filières animales. Alors donc effectivement l'évolution des crédits qui a été multipliée. Aujourd'hui les taux d'intérêt, effectivement il y a un impact considérable sur cette... Je ne sais pas si on a mis juste avant, est-ce qu'il y avait la répartition ? Oui. Alors effectivement, je reviens au tableau précédent, au tableau qui est juste sous la séquence économique. Vous voyez, l'an 2000, un peu plus de 8 milliards 600 millions de crédits. 2021, plus de 28 milliards. Et donc là aussi, on a une croissance régulière. Vous voyez que le chiffre, là encore, on revient sur le chiffre 2020-2021, un peu anormal parce qu'il y a eu les prêts garantis. Oui, mais en même temps, c'est pas spectaculaire. Je me serais attendu à finalement une évolution beaucoup plus importante. Quand on passe de 4% en moyenne à 10%, c'est pas trop mal. C'est quand même beaucoup. Ouais. D'accord. Sur le volume, sur le volume, c'est quand même beaucoup. Alors, cette répartition des crédits, et des crédits en ce qui concerne donc et des coûts des crédits pour les entreprises, alors comment est-ce que ça se structure ?
Alors d'abord, vous avez la répartition des crédits. Les crédits pour les entreprises, l'encours total donc, a été multiplié par 2,8. Et malheureusement, je crois qu'on le voit peut-être, oui, on commence à le voir sur le tableau. Sur les crédits d'investissement donc, sont prépondérants, heureusement, 45,2% du total des crédits contractés par les entreprises, des prêts contractés. Les crédits immobiliers, quand je dis à l'habitat, c'est immobilier, c'est des entreprises qui ont leurs propres locaux, leurs propres bureaux, leurs propres usines, s'il y a des usines. Donc, foncier aussi. Donc, à l'habitat, 38,5%. Et puis les crédits d'exploitation, 13,9%. Différence entre les ménages et les entreprises, c'est-à-dire que les crédits des trésoreries d'exploitation des entreprises sont très diversifiés. Ça dépend de la nature de l'activité de l'entreprise. Crédit de campagne pour les activités agricoles, etc. Ça, on l'a vu encore de façon détaillée dans le MOOC. Et puis, pour les ménages, c'est essentiellement les découvertes bancaires. Vous avez un type de crédit de trésorerie découvert bancaire. Pour les ménages. Voilà. Et donc, ce qu'on Découvert s'appelle autorisé, crédit d'exploitation quelle pour que soit les... la forme, voilà, ou crédit de caisse, crédit, Alors, donc, vous avez un tableau, effectivement, qui... Là, on a le tableau, effectivement, qui résume bien la a... répartition des crédits. C'est assez stable. Hein. Si on prend l'année 2000, 17% sur les crédits d'exploitation, 13% par la suite en 2021. Crédit d'investissement, 34%, un peu plus, et 45%. Donc ça, c'est bien, c'est un bon aspect. Et puis, pour tout ce qui est immobilier, la partie immobilière, là, c'est entre 45 et 38 et quelques pourcents. Donc, vous voyez que c'est relativement stable. Ça varie d'année en année selon les besoins des entreprises, finalement. D'accord. Donc ensuite, vous avez un tableau encore plus détaillé qui suit justement sur cette question de l'évolution du coût des crédits aux sociétés non financières. Voilà. Alors, effectivement, là, vous avez une baisse très très forte durant ces dernières années, notamment à partir de 2000, on va dire plutôt 2018, 2019. On a une baisse très forte sur les crédits immobiliers. En 2022, c'est 1,27%. Et alors que pour les autres crédits, pour les crédits de trésorerie, c'est un petit peu plus important. Voilà. Donc là, de la même façon... L'équipement, les crédits d'équipement, c'est quand même le gros des crédits des entreprises, environ 1,7 contre en 2011, 2,73. Donc là encore, une baisse assez significative de ces taux de crédit à l'équipement, taux d'intérêt. Pour ce qui concerne donc les ménages, donc de la même façon, cette répartition a évolué différemment, évidemment. Oui, sauf que là, on a vraiment une explosion des crédits pour les ménages, parce que les ménages crédits entre 2000 et 2021, le montant des crédits alloués aux ménages a été multiplié par 3,87, ce qui est quand même relativement énorme. Hein. Ça passe de 10 milliards, un peu plus de 10 milliards à... On avait vu les chiffres tout à l'heure, mais là, en tout cas, sur les dernières années, c'est à peu près entre 10 et 11 milliards. Et 3 milliards en 2000. Et 3 milliards en 2000 et 11,2 milliards en 2021. En 2021. Donc, vous voyez que c'est vraiment extrêmement significatif. Et la part des crédits à l'habitat, c'est 3/4, bien sûr, des crédits contractés par les ménages. Évidemment, quand vous faites de l'immobilier, ce n'est pas un crédit voiture que vous achetez à 15 000 euros ou 20 000 euros. C'est vraiment un crédit à 200 000 euros, 250 000 euros. Même pour un petit logement, aujourd'hui, un petit studio, quasiment, on va dans des prix, avec la hausse des prix immobiliers à La Réunion, vous avez des prix de 120 000 euros, 130 000 euros, ce qui est quand même incroyable, hein, pour des surfaces extrêmement réduites. Cela s'explique donc par les taux, vous l'avez dit, hein, les taux directeurs de la Banque centrale étaient très faibles. Oui, mais il y a une offre de production immobilière, on l'a vu, on a fait un webinaire spécial là-dessus. Une offre de production d'appartements qui est déficitaire en France. Une offre de logement déficitaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la spéculation immobilière. C'est-à-dire que les prix dans des villes qui finalement n'étaient pas jusque-là aux prises avec la spéculation immobilière, les prix ont fortement augmenté, notamment dans les centres-villes, par exemple. Est-ce qu'on peut parler de bulle immobilière? Ou est-ce que c'est Il n'y a pas vraiment de bulle immobilière, parce que la bulle, c'est plutôt pour la bourse, c'est plutôt pour les actions, les obligations. Enfin, ça, c'est la bulle, hein, les actifs financiers, on va dire. Mais pour l'immobilier, généralement, quand on a des fortes baisses, c'est 10%, c'est 15%. Mais comme les prix sont tellement montés,
de 240 000, ça va passer à 200 000, mais Il va y avoir un effet de régulation avec la montée des taux d'intérêt. Là, il ça va va avoir être- un effet de régulation. Les prix de l'immobilier vont baisser. Quand vous écoutez les experts, je ne suis pas un expert d'immobilier, mais quand vous écoutez les experts, la baisse sera de l'ordre de 10%, éventuellement dans certaines régions de 15% lorsque vraiment il n'y aura pas assez de demande, hein, parce que là c'est vraiment microéconomique à ce moment-là, mais vraiment une baisse de 10% en moyenne. Et avec évidemment le rejet des dossiers d'emprunt, 60%, peut-être plus maintenant, par les banques, là il y a le risque effectivement d'une baisse supplémentaire. Alors, à La Réunion en particulier, il y a une forte demande du côté de Oui, l'immobilier. Il y a beaucoup de demandes, un manque d'offres. Aujourd'hui, on le voit, il y a des chantiers un peu partout. Est-ce que, justement, cette montée des taux ne va pas enrayer un peu le mécanisme de construction tout à fait. Vous avez des agences immobilières à La Réunion qui vous disent aujourd'hui, moi, je fais visiter des appartements, etc. Et puis quand mon client dépose son dossier à la banque, sur 10 dossiers, il y a 7 dossiers rejetés, quoi. 7. Donc on a des proportions selon les agences immobilières, mais en moyenne, c'est quand même de 60-70% aujourd'hui, hein. Donc c'est quand même Mais cool. qu'est-ce qui explique ces refus, alors que bon, finalement les taux d'intérêt sont plus élevés, mais pourquoi ces refus au final? Moi, je n'accepte pas l'explication qui est donnée par un certain nombre de gens dans les médias. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, l'élément clé qu'on ne voit pas, c'est l'effondrement quasiment du niveau de vie des Français entre la période des années 80 et aujourd'hui. On dit un taux de 4,5%, c'est un taux élevé. Le taux de l'USE, c'est 4,3 en ce moment, de la Banque de France. Donc au maximum, on peut aller jusqu'à 4,3. Regardez, c'est très élevé. Sauf que, je l'ai dit, je le redis, le pouvoir d'achat à la fin des années 70, au début des années 80, était très élevé, enfin relativement élevé. D'autre part, les ménages payaient l'impôt sur le revenu, donc ils étaient solvables. On a fait les chocs pétroliers en France, il n'y a jamais eu de distribution de chèque énergie. Il n'y a jamais eu de quoi qu'il en coûte. Dans la période des deux chocs pétroliers, Bien sûr, 73-80. bien sûr. Et les taux d'intérêt au début des années 80 étaient de combien? 11%. 11%, oui. Et les gens empruntaient. Ça signifie que le niveau de vie s'est effondré. Donc je ne fais pas la même analyse sur les taux. Si on prend une analyse plus complète, en intégrant l'histoire économique, les taux d'intérêt ne sont pas un facteur qui nécessairement vont empêcher les gens d'emprunter. Ce n'est pas un facteur bloquant. Sauf que notre situation économique, c'est ce qu'on ne dit pas dans les médias, s'est fortement dégradée en 40 ans. L'augmentation des taux d'intérêt a un impact direct sur le montant mensuel que va devoir rembourser Sauf que l'emprunteur. quand vous touchez plus que un salaire de 1 800 euros par mois et que la banque vous demande de rembourser 1 200 euros, comment vous faites? Comment vous faites? Même si vous étalez le crédit sur 30 ans. 30 ans, comment vous faites? Même à 800 euros, comment vous faites? Donc, si vous voulez, on est là confronté à vraiment une inflation des prix, de façon générale, une hausse des prix considérable qu'on a subie durant toutes ces années, y compris par l'importation des produits, parce que nous avons des filières qui sont effondrées, donc on importe. Et en même temps, la capacité de remboursement des ménages français s'est effondrée. Donc je ne fais pas, moi, bien sûr, là, si on regarde là comme ça, tout le monde va dire, on va parler comme tout le monde à la télé, regardez, les taux ont explosé. Mais non. Nous avions emprunté, nous, dans les années 80, À plus de 11%. même ouais. jusqu'à la fin des années 80, en 88, 89, 87, on empruntait, 86, 87, on on empruntait était à plus de à 13%. Et on était content qu'on avait un taux à 11%. Et on était content que la banque nous donnait à 11%. Mais le problème, c'est qu'on n'intègre pas dans le raisonnement économique, dans l'analyse économique, toutes ces données. Effondrement du pouvoir d'achat, du niveau de vie, désindustrialisation, Désindexation des salaires sur les prix. désindexation des salaires sur les prix, peu de gens qui paient l'impôt sur le revenu, donc capacité contributive faible. Nous ne sommes plus à l'époque où 70% des Français payaient l'impôt sur le revenu, donc on a rattrapé par quoi? Vous le savez, par la CSG. Alors justement, La Philippe, CSG de 14 milliards en 95, impôt transitoire, Christophe Forlier, est passé à 129 milliards, 129,5 milliards, je crois, en 2021. Et impôt l'impôt sur transi- le revenu, 79 milliards, 79,8 milliards en 2021. Donc c'est la CSG maintenant qui est vraiment le plus important dans la collecte des impôts.
Donc un impôt transitoire qui dure. Alors Bah oui, comme justement, toujours. Philippe Narassiguin, tout ça nous renvoie et nous amène au point suivant. C'est une excellente transition sur la question du surendettement des ménages. Bah, le surendettement des ménages, en réalité, il est quand même assez stable. Il n'y a pas de ménage, il y a 1200 dossiers par an, c'est À La pas Réunion, 1200 dossiers. considérable, c'est bon, c'est dans la logique des choses. Simplement ce qu'on appelle le surendettement, c'est pas l'endettement simplement auprès des banques, hein, c'est l'endettement auprès des commerçants, le non-paiement de loyer. Souvent d'ailleurs, les non-paiements de loyer sont considérables. Les dettes auprès des propriétaires, non-remboursement des emprunts bancaires, non-paiement des impôts, arriérés d'impôts. Donc tout ça, ce sont les dettes financières. Et là, il faut passer par la Banque de France, ici à La Réunion par l'IEDOM, c'est l'IEDOM qui traite les dossiers de surendettement. D'accord. D'accord. Donc les dettes à la consommation jouent un rôle effectivement prépondérant, 40% d'endettement global des surendettés ici. Et puis après, vous avez les dettes qui aussi comptent pour 18%, comme les loyers, le paiement d'impôts, etc. Voilà. Alors, vous souhaitiez effectivement nous parler de quelque chose qui est un peu moins connu, c'est la question du microcrédit. Oui, qui est connu mais très médiatisé. Très médiatisé, mais... Alors qu'on pense que le microcrédit c'est très important, en fait c'est vraiment pas grand chose. Vous vous rendez compte que le nombre de microcrédits c'est 2955 et Et là, on est en milliers d'euros. On est en milliers d'euros. Oui, donc, le on montant a c'est changé quelque chose comme, je sais plus exactement. 2955 milliers d'euros. Voilà. Et au total, l'encours. Voilà. L'encours en 2021, c'est 19 millions d'euros. Vous voyez que c'est pas grand-chose. 19,6 millions d'euros. C'est vraiment très très marginal dans la masse des crédits bancaires distribués. Je rappelle, 28 milliards de crédits bancaires distribués. Quand vous avez 19 millions de microcrédits, vous ne pouvez pas dire que le microcrédit joue un rôle très important. Dans les sociétés fortement bancarisées, le microcrédit est marginal. Ça a été popularisé à l'époque, dans les sociétés très pauvres, on faisait du petit crédit, etc. Ça, c'est oui, c'est voilà. En Inde notamment. Ils ont commencé en Bangladesh. Au Bangladesh, surtout au Bangladesh, ça a permis qui était voilà, grâce au microcrédit, à des familles donc de pouvoir à des familles avoir très pauvres au Bangladesh, ils ont commencé avec le microcrédit d'ailleurs. C'est lui, je crois, c'est la personne qui l'a fait. Qui a fait ça, qui a eu le prix Nobel de la paix, je crois. Après. Oui. Alors, le microcrédit à La Réunion, il est plutôt proposé par des associations ou par des... Alors, c'est aide à 10 réunions, France Initiative Réunion. Alors, il y a, à mon avis, quelques associations qui proposent ce type de formule. Bon, alors donc il fallait faire un petit focus sur cette question du microcrédit donc pour l'épargne donc, et le financement. Le résumé là, qui est au tableau, 19 millions, 19,6 millions. Le nombre de microcrédits 2021, donc pas tout à fait 3000 dossiers. Voilà. Et le montant moyen d'un crédit, d'un microcrédit professionnel, c'est 8500 euros. Microcrédit personnel, 4189 euros. Voilà, donc voilà l'encours moyen. Ça peut permettre de démarrer une petite activité. Oui, une toute petite activité. Faire des marchés ou... Oui, ça peut même avoir des gens, par exemple, qui repassent à la maison, qui ont créé une petite activité de repassage à la maison. Ça leur permet de prendre le matériel nécessaire pour repasser, etc. Donc ça permet quand même... Ça permet quand même de dynamiser l'économie. Un petit peu, voilà. Un petit peu, sans pour autant endetter les gens de façon trop importante. Voilà. Tout à fait. Alors Philippe Narassiguin, mais merci beaucoup, on est déjà au terme de cette émission. Alors je pense qu'il va falloir maintenant faire une conclusion un peu générale de ces deux parties très intéressantes. Conclusion donc un peu générale sur ces deux parties. Donc on va dire système bancaire à La Réunion, premièrement en bonne santé, on l'a vu. Les revenus des banques, ce qu'on appelle le produit net bancaire, donc le revenu des banques progresse régulièrement et surtout c'est le poids des commissions des revenus qui a explosé. Donc maintenant il est à 15% des revenus globaux. Et les services financiers à 17%, donc c'est 32%, on l'a vu dans la partie précédente, donc c'est colossal. Un marché bancaire à La Réunion largement dominé par des banques mutualistes, et regardez le chiffre qui est quand même spectaculaire, parce que le poids des banques commerciales dans la distribution des crédits n'est plus que de 15%. Donc c'est vraiment une régression forte des banques commerciales. Les crédits aux ménages, évidemment, là ces crédits ont explosé. Et ça va favoriser à la fois les achats de biens d'équipement, de consommation et des biens immobiliers. Et puis là, avec la progression récente des taux d'intérêt, il y a deux problèmes. Coût des ressources plus important pour les banques, on l'a dit, parce que les banques s'appuient sur l'épargne pour prêter de l'argent. Donc les ressources, elles devront rémunérer le livret A ou les comptes sur livret A à des taux beaucoup plus importants. D'où les taux d'intérêt sur les autres crédits là plus forts. Et donc là, ça va être effectivement défavorable à l'acquisition notamment de biens immobiliers, mais ça on l'a répété.
Petite question qui clôturera. Est-ce que vous pensez que cette tendance, alors la tendance inflationniste, est-ce qu'elle peut s'inverser aussi rapidement qu'elle est venue? Euh, Difficile de dire, parce que là, on est dans une configuration où l'économie mondiale subit des chocs. Et pour l'instant, on peut dire qu'on a évité le pire. C'est sûr que l'alimentation a pris l'alimentation, les prix alimentaires ont vraiment progressé. Mais on est dans une zone où on ne sait pas trop où ça va. Je peux dire les choses. Difficile de de dire. prévoir. Ouais. Ce que moi je crains, c'est pas tellement l'inflation, parce que l'inflation peut effectivement régresser dans 2 ans, dans un an, même rapidement, Ouais. peut-être, espérons-le. Mais ce qui moi m'inquiète beaucoup, c'est notre capacité à emprunter et à faire tourner l'économie avec les emprunts bancaires. Si effectivement les dossiers bancaires sont rejetés dans une proportion extrêmement importante, à ce moment-là, il y aura un impact fondamental, fort sur l'économie, et là, on aura une stagnation ou une croissance économique extrêmement faible. Parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les crédits bancaires, mais ça on l'a dit dans le MOOC, les crédits bancaires sont un facteur énorme de croissance économique. Alors justement, Philippe Narasiguin, vous qui êtes spécialiste des banques, du financement de l'économie, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux banquiers actuellement pour jouer le rôle on va dire, au service du public et de l'économie réunionnaise? Moi, je n'ai pas de conseil à leur donner. Simplement, le seul conseil, mais ils n'ont pas besoin de moi pour avoir ce conseil, c'est qu'ils gèrent bien leurs affaires, c'est tout. Donc, quand ils rejettent les dossiers, c'est qu'ils disent que de toute façon, les crédits ne seront pas remboursés. Donc, ils rentrent dans des procédures légales où le surendettement, le taux. Alors, évidemment, la Banque de France a dit, ouais, pas 33%. Le remboursement, le montant des remboursements sur revenus, on peut aller vers 35%, 36%. Ça s'adapte au cas par cas, etc. C'est ce que la Banque de France vient de dire là, il y a 2 jours, 3 jours, aux banques. Donc c'est la Banque de France qui leur a dit ça. Mais après, les banques, même la Banque de France peut dire ce qu'elle veut. Les banques vont faire à leur, par rapport aux dossiers Oui, mais qu'elles comme ont, vous le finalement. disiez précédemment, il y a un cercle, il peut y avoir une spirale négative sur le fait de ne pas effectivement accorder ces prêts. Oui, mais les banques ne sont pas responsables de ce qui s'est passé en matière de désindustrialisation de l'économie, de baisse du niveau de vie, de l'effondrement de pans entiers de l'industrie. Les banques ne sont pas responsables de tout ça. Mais Donc, elles ont leur rôle à jouer. elles ont le rôle à jouer, elles jouent leur rôle, mais elles ne peuvent pas, et légalement, c'est très dangereux d'ailleurs, parce que ça se retournerait contre elles seraient attaquées au pénal d'ailleurs. Et la Banque de France mettrait tout de suite un carton orange d'abord, et puis rouge ensuite, ce qu'on appelle le warning, l'avertissement aux banques qui feraient des crédits qui ne seraient pas remboursés. Donc ça mettrait en péril en plus Très le bien. Je système pense que bancaire. c'était important de Donc, faire cette précision. C'est vrai que c'est important, on peut se poser la question. Ça, d'ailleurs, ça nécessiterait une émission à part entière pour aller un petit peu plus loin. En tous les cas, Philippe Narasiguin, merci beaucoup. C'était passionnant. Je pense que cette série sur l'économie de la Réunion, avec ces 2 grandes parties, était nécessaire. Voilà, donc rendez-vous très prochainement pour continuer cette exploration et cette série sur les questions économiques contemporaines. À bientôt.